suis Mel Akpa, je suis fondateur et manager de 8 emplois. Et depuis 4 ans, j'accompagne des milliers de jeunes en Côte d'Ivoire, à travers le monde, en Afrique, à pouvoir décrocher un emploi, à pouvoir réussir leur carrière professionnelle et à devenir des solutions pour l'environnement dans lequel ils évoluent. Alors, le marché de l'emploi en Côte d'Ivoire est très dense. On trouve une très forte demande et des offres en constante croissance. Mais il y a un problème, c'est que les compétences des demandeurs sont généralement en inadéquation avec les besoins des entreprises, dont aujourd'hui on trouve beaucoup de grandes entreprises, d'organismes qui prennent des profils en expatriation, et beaucoup de PME et TPE qui mettent à profit la formation pour mettre à niveau les différents profils. C'est un marché où on peut retrouver beaucoup d'opportunités. Il faudra avoir des compétences, un certain niveau de compétences pour pouvoir capter ces opportunités-là et pouvoir être influent sur le marché de l'emploi. Alors, ce qui explique l'inadéquation entre la formation et la demande, c'est évidemment le contenu que les écoles proposent voilà, dans leurs différents établissements. Parce que généralement, ce n'est pas un contenu qui est adapté par rapport aux besoins des entreprises. Aujourd'hui, on doit faire un give back et puis revenir à faire des mises en forme entre les besoins des entreprises et les contenus que les écoles doivent donner en fait, aux étudiants pour qu'ils puissent répondre efficacement aux différentes offres qui sont émises sur le marché de l'emploi. Alors, trouver les opportunités de manière très basique, on nous dira qu'on peut aller sur des job boards donc pour retrouver des offres d'embauche comme Socium le fait si bien. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut trouver les opportunités un peu partout. Parce que le voisin peut être une connexion pour une offre d'embauche si on est hospitalier, si on a l'humilité, si on a la joie de vivre, si on sait dire bonjour, on sait rendre service. On peut trouver l'opportunité en étant à l'université par exemple, en prenant plusieurs initiatives, en se faisant remarquer, en se mettant en lumière et capter l'attention de la hiérarchie ou des professeurs. On peut trouver l'opportunité à travers une présence dans des conférences, dans des meet-ups, dans des after-work, dans des milieux où on retrouve des connexions dans le domaine dans lequel on évolue. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue par réseau et trouver les opportunités revient à être en action dans son domaine d'activité, avoir une présence dans son domaine d'activité et pouvoir se faire remarquer. Donc il n'y a pas d'espace précis où on peut trouver des offres d'embauche, mais il y a plutôt le fait que plus on est en action, plus on est connecté à son environnement dans lequel on évolue, plus on peut voir des offres. Parce qu'être connecté, c'est vraiment en fait savoir comment le domaine évolue, c'est quoi les opportunités qui s'y trouvent, c'est quoi les menaces, où est-ce que je peux rencontrer des personnalités et ainsi de suite. Donc trouver les offres revient simplement à être connecté à l'environnement. On peut trouver des offres également sur des plateformes en ligne comme LinkedIn, comme Facebook, si je me mets en lumière. Donc je ne dirais pas qu'il y a des endroits précis où on peut trouver l'offre partout, mais simplement qu'il y a des endroits que je dirais favorables à des offres d'embauche qu'on peut trouver. Donc tout à l'heure j'ai cité LinkedIn, j'ai cité Facebook, j'ai cité des after-work, des espaces de rencontres, des conférences, des lieux de formation et bien d'autres. Alors, accroître sa visibilité, je donnerai 2 ou 3 points. Le premier point, c'est à travers LinkedIn. Sur LinkedIn, être présent en tant que spectateur n'a rien de fameux. Le plus important, c'est de pouvoir se mettre en lumière, se mettre en avant, premièrement en produisant du contenu. Quand je produis du contenu, je montre de quoi je suis capable, je montre mon niveau, on va dire, intellectuel, le niveau de challenge que je suis capable de relever. Et l'environnement, donc on va dire la communauté, me reconnaît comme un expert, comme un spécialiste, comme quelqu'un qui peut apporter un plus. Et du coup, je peux
avoir là des opportunités. Je me mets en lumière, j'accrois ma visibilité par ma présence dans différents événements que le milieu organise où on retrouve les acteurs du milieu. Parce qu'en étant dans ces différents endroits, je rencontre des personnes, je me fais découvrir. Et quand on part dans des événements où il y a des panels, où il y a des conférences, se mettre en avant, c'est de pouvoir prendre la parole, donc poser des questions. Parce que quand on pose des questions, le public nous regarde. Et si on pose de très bonnes questions, ça peut ouvrir des portes. Après, c'est également de pouvoir avoir la force et la niaque de pouvoir approcher des personnes et mettre en avant toutes ces capacités, dire de quoi on est capable, juste tenir une conversation avec un directeur, avec un senior, même avec un junior, en montrant qu'on est expert dans le domaine à travers les mots-clés qui ressortent de nos discussions, à travers le niveau qu'on avance sur certains sujets, va nous mettre en visibilité auprès de ceux-ci. Dernier point, je peux dire également que se mettre en visibilité, c'est également utiliser ses propres canaux. Tout à l'heure, on a parlé de LinkedIn, Facebook, mais il y a aussi WhatsApp. Hein. Lorsque je vais dans des événements professionnels et que j'ai des images, des photos de moi, ça permet de pouvoir les poster sur mes inbox WhatsApp, inbox Facebook, et puis que ceux qui y sont puissent voir, puissent me reconnaître comme quelqu'un qui est acteur du domaine, et donc ça me met également en visibilité. Le réseau, aujourd'hui, quand on a un réseau professionnel, il faut être visible et fiable. Dans la fiabilité, on va prendre en compte les contenus qu'on met en avant sur nos différents canaux qui montrent notre niveau d'expertise. Donc on apporte quelque chose au réseau. Et quand on apporte quelque chose à notre réseau, le réseau nous le rend bien. Donc si je suis dans une université et que je prends des initiatives qui visent à pouvoir apporter un plus, on va dire, à mes condisciples étudiants, donc là j'apporte un plus à mon réseau universitaire qu'on peut inclure également dans le réseau professionnel, et ça peut m'attirer des opportunités. Donc le réseau attend en fait des personnes qui sont des solutions clés en main, qui peuvent apporter un plus, qui peut faire la différence. Donc le faire ainsi t'amènera à pouvoir faire comprendre au réseau que tu es capable de pouvoir apporter quelque chose de concret et donc de pouvoir attirer les opportunités vers toi. Utiliser également son réseau, comment utiliser également son réseau professionnel pour avoir des opportunités revient à aussi, on va dire, être en veille. Parce que quand on a un réseau professionnel, sur des réseaux sociaux, les personnes vont poster différents contenus. Lorsque je vois des contenus, ça peut être des informations qu'ils publient, ça peut être des offres d'embauche qu'ils publient, ça peut être des éléments par rapport à des événements qu'ils publient. Être en veille va m'aider à pouvoir, on va dire, capter les informations et pouvoir les transformer en de véritables mines d'or pour moi. Se démarquer des autres candidats va revenir d'abord à élever mon profil. Parce que plus j'ajoute des compétences à mon profil, plus je me démarque des autres candidats. Aujourd'hui, se démarquer revient principalement à cela. À avoir des compétences clés qui font de nous un profil différent des autres, mais différent dans le bon sens. Un profil qui est spécifique, est spécial, et donc emmène les entreprises à pouvoir faire la distinction entre vous et d'autres personnes. Se démarquer va revenir également à qu'est-ce que je fais dans mon environnement professionnel que les autres ne font pas. Donc si je produis du contenu sur les réseaux sociaux comme LinkedIn et Facebook, je me démarque déjà des autres candidats. Je me démarque des autres candidats en prenant des initiatives. Par exemple, quand j'organise une conférence, quand j'organise un after work, quand j'organise des lives, des directs, je me démarque par rapport aussi à ce contenu que j'apporte, qui fait du bien
à ma communauté, qui fait du bien à l'environnement dans lequel j'évolue. Je vais aussi me démarquer des autres candidats en travaillant à développer mon réseau. Voilà, parce que quand je développe mon réseau, je fais entrer dans mon environnement des personnes qui sont capables de m'ouvrir des connexions, capables de pouvoir changer une donne. Donc c'est aussi là se démarquer. Se démarquer quand on est à l'université, c'est aussi prendre des initiatives. Parce que vous savez, à l'université, on ne remarque que celui qui prend des initiatives. Donc celui qui met en avant un projet, celui qui va, on va dire, apporter un plus à ses condisciples, va se démarquer et attirer à lui les opportunités. Se démarquer revient également à se donner de la visibilité, et emmener l'environnement à pointer du doigt notre profil. Donc il est important aujourd'hui de penser à comment je me démarque dans mon environnement, soit à travers mes compétences clés, ce qui est primordial et important, donc indispensable. Je me démarque à travers mes différentes initiatives que je prends. Je me démarque à travers les différents contenus que je propose à mon environnement. Je me démarque également à travers ma capacité, n'est-ce pas, à me créer un environnement favorable à mon évolution. Je me démarque également à travers mon comportement, à travers mon attitude. Vous savez, aujourd'hui, dans le monde professionnel, les soft skills comptent pour beaucoup. Je suis humble, je suis dynamique, je suis quelqu'un de très organisé, sens du détail. Ce sont des éléments qui font la différence. Donc se démarquer revient aussi à travailler sur sa personne, améliorer sa personne, améliorer son comportement, son attitude, les habitudes, et donc montrer qu'on est différent des autres à travers cela. Le premier mindset à détruire, c'est le mindset de l'aide. Parce que quand on est dans ce mindset-là, on pense que les autres doivent nous aider. Donc on pense qu'on doit attendre les autres pour pouvoir progresser. Donc quand on est dans ce mindset, on ne fait pas l'action, on attend que les autres fassent l'action pour nous. Et tant que tu n'es pas en action, tant que tu n'es pas en mouvement, tu ne peux pas avoir les meilleures opportunités, tu ne peux pas capter le meilleur que tu peux avoir de cet environnement. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont dans ce mindset de l'aide. Ils pensent que c'est l'État qui va le faire pour eux, c'est leurs parents qui vont le faire, pour eux, c'est leur école qui vont le faire, c'est leurs oncles qui vont le faire, et ils sont dans l'attente de ce que les autres fassent l'action. Cher ami, tant que tu ne fais pas l'action, tant que tu n'es pas en mouvement, tant que tu ne bouges pas, tu ne pourras pas avoir des opportunités. Tout ce qui est statique ne produit rien de bon. Mais tout ce qui est en mouvement te permet de pouvoir avoir des opportunités. Quand tu bouges, tu découvres des choses. Quand tu es engagé, tu arrives à pouvoir capter des opportunités, capter des compétences, capter des relations et pouvoir avoir le déclic. Et même encore avoir la vision, donc avoir la direction que je veux prendre dans ma vie par rapport à ma carrière professionnelle, revient à être un mouvement. Donc quand tu es dans le mindset de l'aide, quand tu penses qu'on doit t'aider, parce que déjà il faut savoir que le mindset c'est comment je pense, comment ma pensée est configurée, c'est ce qui influence mes actions. Je pense, donc j'agis. Donc si j'ai un mindset de l'aide, je ne pourrai pas agir comme il le faut. Et donc le contraire de ce mindset-là, donc le bon mindset à programmer, c'est le mindset de l'accompagnement. L'accompagnement me dit que, écoute, j'ai des difficultés, mais au moins je fais l'action et je sais qu'il me faut quelqu'un pour pouvoir m'aider à faire mieux. Donc là, je rentre dans l'accompagnement. Donc j'ai fait l'action, j'ai fait ce que je pouvais faire, j'ai fait le maximum, j'ai tenté, maintenant il me faut avoir de l'accompagnement. Et quand c'est comme ça, celui qui fait l'accompagnement est à l'aise de le faire parce qu'il sent qu'il y a déjà eu un effort. Et quand on est dans l'accompagnement, vous allez voir qu'on fait l'action aussi. Donc quand on fait l'action et qu'on nous pousse, on nous aide à pouvoir nous améliorer, ça nous donne de pouvoir avoir un autre niveau dans les opportunités que nous pourrons capter. Donc aujourd'hui, on doit passer de l'aide à l'accompagnement pour pouvoir, on va dire, saisir le maximum des opportunités qu'on peut avoir. Quand on est dans le mindset de l'aide, ça nous conduit aussi à partir dans le mindset de la victimisation. Parce que quand j'attends que l'autre fasse l'action et que l'autre ne fait pas l'action, je me plains,
Je me victimise en me disant que les autres ne m'aiment pas, l'État ne fait pas ceci. Donc je me mets en victime. Et quand je suis dans le mindset de la victimisation, je développe beaucoup de mauvais caractères. Par exemple, je développe la haine parce que je deviens haineux des autres, parce que je pense que les autres, que l'État a fait pour d'autres et pas pour moi. Je pense que les parents ont fait pour d'autres et pas pour moi. Je pense que l'école a fait pour d'autres et pas pour moi. Donc je deviens victime. Et même encore, lorsque j'ai réussi à trouver une offre d'embauche en entreprise, quand un collaborateur a une opportunité mieux que moi, je me dis que je mérite que lui. Donc du coup, je me mets tout mon ado. Je n'arrive pas à supporter les remarques, alors que les remarques vont m'aider à faire quoi? À m'améliorer, à pouvoir aller de l'avant. Donc si je n'arrive pas on va dire, à accepter les remarques, je ne pourrai pas également progresser. On verra beaucoup aujourd'hui de jeunes qui sont sur les réseaux comme LinkedIn et Facebook, qui passent leur temps à se plaindre des recruteurs. Oui, les recruteurs sont comme si les boîtes demandent 3 ans d'expérience, mais si l'environnement demande 3 ans d'expérience, tu dois élever ton niveau. Tu dois élever ton niveau. Tu dois accepter les remarques pour pouvoir progresser. Et c'est important de sortir du mindset de la victimisation pour ne pas manquer des opportunités. Donc le contraire de la victimisation, c'est de programmer un mindset fort qui me dit que quelles que soient les épreuves dans lesquelles je vais tomber, je dois me relever, aller de l'avant, je dois faire l'action, je dois accepter les remarques, je dois élever mon niveau pour pouvoir capter les opportunités que le marché va me donner. Donc sortir du mindset de la victimisation va t'aider à pouvoir, on va dire, être beaucoup plus fort, aller de l'avant sur les différents projets, sur les différentes actions, sur l'environnement dans lequel tu évolues. Mais également, on voit que dans le mindset de la victimisation, il y a aussi le mindset de la suffisance. Beaucoup de gens vont dire, moi j'ai 8 ans d'expérience, c'est déjà suffisant. Moi j'ai déjà un diplôme, c'est suffisant. Moi j'ai déjà un master, c'est suffisant. Et quand on reste dans le mindset de la suffisance, on ne croit pas. Et quand on reste statique, en vrai, on n'est pas statique. En vrai, notre niveau diminue. Parce que tout ce qui n'évolue pas regresse. Donc, étant dans un mindset de suffisance, je ne veux pas travailler à évoluer. Je vais me contenter de ce que j'ai. Je vais me suffire sur ce que j'ai. Et ça ne m'aidera pas, à pouvoir évoluer. Et si je n'évolue pas, je ne pourrai pas capter les opportunités que mon environnement me propose, que mon environnement a à me donner. Donc je dois être plutôt dans du grow mindset qui me dit que je dois chaque fois rajouter un élément à mes compétences. Parce que plus je m'élargis, plus je suis capable de pouvoir avoir des opportunités, de pouvoir avoir le maximum d'opportunités et donc aller de l'avant. Le dernier mindset dont je vais parler, il y en a plus, c'est de dire que en étant en quête d'emploi, je pense que je dois passer tout mon temps, 100% de mon temps à postuler. En vrai, quand tu es en quête d'emploi, pendant 1 an, le mindset qui me dit que je suis en quête d'emploi, je dois passer 100% de mon temps à postuler, va m'amener à regresser. Parce qu'en vrai, mon domaine évolue chaque fois. Chaque jour, il y a un élément qui se rajoute. Et moi, au lieu de pouvoir travailler à me former, à pouvoir relever mon niveau, je passe tout mon temps à envoyer des candidatures. Donc pendant que j'envoie des candidatures, le niveau du domaine accroît et moi mon niveau diminue. Et lorsque l'opportunité va se présenter à moi, je n'aurai pas toute la niaque, je n'aurai pas toute la force, toutes les compétences pour pouvoir capter l'opportunité. Donc quand je suis en quête d'emploi, c'est un temps de préparation, c'est un temps pour pouvoir élever mon niveau, pour accroître mes compétences et être prêt à pouvoir saisir l'opportunité lorsque elle va frapper à ma porte. Donc aujourd'hui, travaillez quand vous êtes en quête d'emploi à élever votre niveau à travers de l'auto-formation, à travers des programmes avec des cabinets de formation, à travers des expériences personnelles, expériences associatives. Mais quand on dit d'élever le niveau, ce n'est pas seulement sur les compétences techniques, mais c'est aussi sur les compétences comportementales qui vont vous aider à mieux utiliser vos compétences techniques et donc à avoir une meilleure performance. Première chose, pour trouver les offres d'embauche qui vous conviennent, il ne faut pas fixer un métier. Quand tu fixes par exemple le métier de comptable,
tu peux rater beaucoup d'opportunités. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres d'embauche qui portent des noms différents de ce qu'on a l'habitude de connaître. Donc quand je vois une offre d'embauche de mon domaine, je dois prendre le temps de pouvoir lire l'offre d'embauche, la comprendre et voir si mes compétences me permettent de pouvoir capter l'opportunité et de pouvoir être performant dans ce domaine-là. Donc si je fixe un métier, je vais chercher le métier, je vais chercher le poste de comptable alors qu'il y a d'autres postes que je peux avoir si je prends le temps de pouvoir lire les offres d'embauche en lien avec mon domaine et voir dans quelle mesure mes compétences me permettent de pouvoir capitaliser sur ces différentes offres d'embauche. La deuxième chose pour pouvoir trouver les offres d'embauche qui vous conviennent, je vous recommande aujourd'hui de pouvoir utiliser des outils comme Google Alert Pro par exemple, qui vont vous aider à pouvoir programmer la réception d'offres d'embauche. Qu'est-ce que va faire Alert Pro? Il va ratisser l'âge sur le web. Toutes les offres d'embauche qui collent avec le profil défini vont vous être envoyées dans votre boîte email et vous pourrez facilement, on va dire, faire maintenant le choix par rapport aux offres qui vous semblent beaucoup plus proches de votre profil. Il y a également l'outil de LinkedIn, donc LinkedIn Job que vous pouvez utiliser pour pouvoir programmer des alertes et recevoir des offres d'embauche. Pour trouver les offres d'embauche qui vous conviennent, il faut être également connecté à votre environnement. Vous savez, plus je suis dans l'environnement, plus je vais découvrir des opportunités, plus je vais découvrir des offres qui peuvent me convenir. Beaucoup me disent, je suis dans un domaine d'activité, mais je n'arrive pas à trouver d'offres qui me conviennent. Mais en vrai, ces personnes-là passent tout le temps derrière leur écran à postuler. Mais quand je rentre dans l'environnement, quand je rentre dans mon domaine, quand je suis connecté à des programmes qui se font dans l'environnement, quand je rencontre des personnes, donc des portes de connexion, je peux facilement également être en train de trouver des opportunités qui me conviennent. Un autre point qui est vraiment également important, c'est de pouvoir toi-même proposer des solutions. Si je rencontre une entreprise, que je lui propose une solution, qu'est-ce que moi je peux lui apporter concrètement? Le poste peut être créé pour moi et donc avoir un poste sur mesure. Donc il faut passer également dans la stratégie qui me dit que je dois pouvoir proposer des solutions aux entreprises, regarder une entreprise, trouver une faille que je peux résoudre et donc faire une proposition d'offre à l'entreprise afin de pouvoir en fait l'intégrer et mettre en avant le plan d'action que j'ai développé. Je rencontre des gens qui me disent très souvent je voudrais avoir des offres d'embauche qui sont payées à 3 millions, mais je n'arrive pas à capter des offres d'embauche qui sont payées à 300 000, 400 000. Ça veut dire que le niveau que tu as attire que des offres de 300 000, attire que des postes de 400 000. Donc tu dois élever ton niveau. Tu dois t'améliorer parce que plus tu arrives à résoudre des challenges d'un certain niveau, plus tu arrives également à attirer des postes d'un certain niveau. Donc tout te revient à faire l'action, donc à pouvoir élever ton niveau, à pouvoir avoir un grow mindset qui te dit que chaque fois que j'acquiers une nouvelle compétence, ce n'est pas fini, je dois en rajouter pour pouvoir attirer des opportunités d'un certain level. Donc tout te revient à toi de travailler à élever ton niveau. Après, tu peux avoir un très bon niveau, mais ne pas savoir comment faire briller ce niveau sur les CV que tu envoies aux entreprises. Voilà pourquoi je dis très souvent que envoyer le CV, c'est une stratégie parmi tant d'autres qu'on peut utiliser pour pouvoir avoir des opportunités. Aujourd'hui, il faut aller plutôt à la rencontre. Il faut mener l'action. Il faut que tu sois présent dans des conférences, dans des meet-ups, dans des after-work, dans tout événement où tu peux rencontrer une porte de connexion et pouvoir mettre en avant ton profil directement devant ces personnes et donc pouvoir les convaincre. Beaucoup de gens me disent, je sais que je peux faire ce poste, ce job, je sais que j'ai les qualités, mais quand tu postules, on ne te contacte pas. Donc ce qui veut dire que toi-même tu dois aller devant ces personnes-là, leur parler et leur montrer de quoi tu es capable pour pouvoir transformer ces rencontres-là en de véritables opportunités d'embauche pour toi. Dans un CV, ce qui frappe d'abord à l'œil et qui donne envie aux recruteurs de regarder votre CV, c'est la forme de votre CV. Si votre CV a une mauvaise mise en forme, si votre CV, les couleurs sont trop agressives, si les polices sont trop petites ou touffues,
Ça ne donne pas envie au recruteur de lire votre CV et donc du coup, ça écarte votre CV de la liste par exemple. Sur le CV, il y a également la photo du CV. Dans la photo du CV, il faut que ce soit fait par un professionnel, donc une photo de très bonne qualité qui donne envie au recruteur de pouvoir regarder votre CV. Il faut une photo également qui respecte les codes. Donc quand on est par exemple dans le domaine bancaire, les codes, c'est être en costume, donc être dans un costume comme je le suis en ce moment. Si vous postulez pour une banque et que vous êtes habillé en t-shirt, habillé en polo, c'est déjà out parce que ça ne respecte pas les codes et le recruteur ne voit pas en vous un prochain collaborateur. Donc il faut travailler à avoir une photo qui transmet de très bonnes émotions au recruteur et donne envie au recruteur de vous rencontrer. Ensuite, on va parler d'un CV qui est adapté. C'est un CV qui prend en compte les besoins du poste et dans lequel on retrouve des mots-clés qui montrent que votre CV correspond aux problèmes ou aux besoins que le recruteur a émis. Votre CV est une solution entre les mains du recruteur, donc on doit pouvoir retrouver des éléments clés. Ensuite, il faut également dans le volet adapter le CV, mettre les rubriques en fonction de celles qui ont plus d'impact sur le recruteur. Si dans l'offre 1, c'est votre formation qui peut créer le déclic chez le recruteur, vous allez mettre en avant et en première position votre formation. Si dans l'offre 2, c'est votre expérience qui aura plus d'impact sur le recruteur, il faut mettre en avant la partie expérience professionnelle. Si dans votre prochaine offre, c'est le fait que vous soyez bilingue qui aura plus d'impact sur le recruteur, il faut que le volet bilingue soit très bien mis en avant sur le CV et que le recruteur puisse vraiment voir de près et rapidement cet élément. Un très bon CV, c'est un CV où le recruteur retrouve des éléments clés très rapidement. Dans la partie expérience professionnelle, on doit retrouver des résultats clés de succès, des contributions, des apports, des innovations qui donnent de la valeur à votre expérience. On retrouve très souvent beaucoup de tâches et beaucoup de missions. Les tâches et les missions ne donnent pas de la valeur à votre CV. Ce qu'on veut savoir, c'est qu'as-tu fait des missions qu'on t'a confiées, qu'as-tu fait des tâches qu'on t'a confiées. Donc dans chaque résultat clé, on doit trouver l'action et l'impact de l'action qui donne de la valeur à votre partie expérience. Dans la partie formation, on voudrait retrouver au-delà de vos diplômes, des certificats que vous avez eu à faire, des conférences que vous avez eu à suivre, parce qu'on voudrait avoir des personnes qui se forment continuellement, qui se mettent à jour continuellement. Donc ne pas avoir de certificat, ne pas avoir d'autres choses en dehors de vos diplômes, peut faire comprendre aux recruteurs que vous ne vous mettez pas à jour et que vous n'êtes pas à jour. Autre élément clé dans votre CV, c'est l'authenticité. Beaucoup de CV aujourd'hui dans lesquels on retrouve, on va dire, des compétences sous-évaluées ou surévaluées, ne rencontrent pas le succès. Il faut pouvoir donner ces compétences justes, surtout au niveau des langues, au niveau des logiciels. Et au niveau des compétences techniques, il faut être très spécifique. Quand je dis par exemple que je fais de la communication, c'est très vague. Parce que dans le mot communication, on retrouve beaucoup de mots-clés. Si je dis par contre que je fais des plans de communication, que je fais de la veille médiatique, c'est spécifique, c'est précis. Et le recruteur sait typiquement sur quel point je peux être, on va dire, dynamique, sur quel point je peux apporter des solutions concrètes et il saura comment est-ce qu'il peut m'utiliser. Ensuite, pour terminer, je parlerai de la partie objectif qui met en avant qu'est-ce que je peux apporter à l'entreprise si je suis recruté. Donc, il faudra avoir de très bons objectifs. Ne pas parler de je veux apprendre auprès de vous, je veux avoir de l'expérience, mais plutôt parler de votre apport en une ligne ou deux lignes, ou si on part sur un mini-profil à la place de l'objectif, faire sortir dans le mini-profil des éléments clés qui font de vous la solution pour ce poste et terminer dans le mini-profil par qu'est-ce que vous pouvez apporter à l'entreprise pour marquer et faire la différence. Les meilleures pratiques pour réussir l'interview d'embauche, premièrement, je dirais la préparation. Parce que beaucoup de gens vont en interview d'embauche en voulant improviser.
Et ça ne réussit pas à tout le monde. Et je dis même, je dirais même que ça ne réussit pas à 95%. Donc il faut préparer l'interview d'embauche. On la prépare en travaillant à partir de la fiche de poste dans laquelle on retrouve le profil, comment est-ce qu'on veut que vous soyez. Et puis les missions et les rôles, qu'est-ce qu'on veut que vous puissiez accomplir dans ce poste. Donc travailler sur chaque élément de la fiche descriptive du poste afin de réussir à préparer l'interview d'embauche. Une fois qu'on a l'interview d'embauche, il y a un élément qui fait trouble, c'est la peur. Quand tu as peur, tu perds tes moyens. Quand tu as peur, tu n'es pas en possession de toutes tes capacités et donc tu peux buter sur beaucoup de choses. Et la peur vient du fait qu'on ne prépare pas l'interview d'embauche. Donc c'est comme si on partait vers l'inconnu. Et plus tu vas vers un inconnu, plus tu as peur de ce que tu vas retrouver dans cet inconnu-là. Donc, ne pas préparer l'interview d'embauche revient à créer un grand vide, un grand inconnu dans l'interview d'embauche qu'on va tenir. Donc, créer le stress et créer la peur. Donc, bannir la peur va vous amener, doit passer par une bonne préparation. Ensuite, il faut être jovial. Il faut avoir la joie de partir à l'interview d'embauche. Quand vous avez la joie de partir à l'interview d'embauche, vous transmettez une très bonne émotion au recruteur qui voit que le profil est content d'être présent à l'interview d'embauche, qu'il est vraiment intéressé par l'interview et comme il n'est pas crispé, ça veut dire que sans doute il maîtrise son sujet. Parce qu'un expert, quand il est en face de vous, il n'a pas peur de s'exprimer, il n'a pas peur de rater le but parce qu'il sait qu'il maîtrise son sujet. Troisième chose, lorsqu'on va à l'interview d'embauche, la bonne pratique, c'est de pouvoir travailler sur des questions qui reviennent fréquemment. Quand on dit par exemple, parlez-moi de vous, il ne s'agit pas pour le profil de venir lister son parcours ou citer ses expériences. Il revient au parcours de faire ressortir des éléments qui font de lui le meilleur profil, qui font de lui la solution clé en main dont l'entreprise a besoin. La meilleure pratique, l'une des meilleures pratiques, c'est également de préparer un projet professionnel pour l'entreprise, préparer une solution que je vais faire ressortir au recruteur pour lui dire, tiens, moi je viens chez toi, mais voilà ce que je peux t'apporter. La Bible dit, donnez et vous recevrez. On ne dit pas recevrez et vous donnez. Donc, qu'est-ce que tu as que tu peux donner? Ton dynamisme, ton sens du détail, ta capacité à faire quelque chose, trouve toujours un élément à donner. L'erreur de beaucoup de jeunes frères, quand ils viennent faire l'interview d'embauche, et même beaucoup de seniors, quand on leur demande pourquoi vous choisir, ils disent, je vais apprendre auprès de vous. Je vais avoir de l'expérience. C'est égoïste. Tu veux t'enrichir. On vient en entreprise pour donner, pour d'abord enrichir l'entreprise. Et quand tu travailles à donner, tu reçois. Voilà pourquoi on dit donner et vous recevrez. Donner revient à avoir de l'engagement. Plus tu es engagé dans un domaine, plus tu découvres des choses, plus tu vas en profondeur et tu deviens expert de ce domaine-là. Donc voici quelques pratiques que je pourrais donner à ceux qui vont à l'interview d'embauche pour le réussir. Négocier le salaire revient à avoir des arguments précis. On ne négocie pas en disant oui, je suis père de famille, oui, j'ai un master. L'entreprise ne traite pas ça. L'entreprise traite ta capacité à pouvoir apporter des solutions concrètes, ta capacité à pouvoir relever des challenges. Donc, moi je dirais une seule chose, c'est de travailler à avoir des arguments concrets qui font comprendre aux recruteurs que vous êtes capable de pouvoir apporter une valeur ajoutée, qui part au-delà même du salaire que vous demandez. Après, il faut dire aux personnes de demander toujours un salaire net, d'accord, de demander un salaire net, pas un salaire, comment on va dire ça, brut, parce que demander le brut ne vous dit pas exactement comment est-ce que vous allez gagner. Ensuite, vous pouvez également vous renseigner sur le domaine dans lequel vous évoluez, combien généralement touchent les personnes du domaine ou au poste auquel vous candidatez. Puis troisièmement, analyser la capacité technique de l'entreprise, donc on va dire le local qu'il occupe, leurs différents services, pouvoir évaluer leur capacité financière plus ou moins et donc positionner une offre qui ne sera pas sous-évaluée ou surévaluée. Mais tout revient aussi, comme je l'ai dit au départ, à dire de quoi je suis capable, qu'est-ce que je peux apporter et si vous me payez 2 millions, 3 millions, je peux vous ramener 4 millions. Enfin, je voudrais dire que se mettre en avant pour trouver un job,
c'est de pouvoir premièrement élever son niveau, donc chercher à savoir qu'est-ce que le marché dans lequel j'évolue considère comme valorisant, quels sont les caractères ou critères que je dois avoir pour réussir à performer dans le domaine dans lequel j'évolue et travailler à mettre son profil en adéquation avec ses caractères, ses critères, avec ses besoins pour être une solution clé en main sur le marché de l'emploi. Deuxièmement, lorsque je suis une solution clé en main, que j'ai un très bon profil, il faut que je sois visible dans mon environnement. Donc ça revient à être sur des réseaux professionnels en apportant du contenu. Parce que plus j'apporte au réseau, plus le réseau me considère comme une référence, comme une solution et est plus en train à me donner des opportunités. Être visible, c'est également être présent au grand rendez-vous du domaine dans lequel j'évolue pour marquer de ma présence et pouvoir, on va dire, mettre en lumière mon profil et amener les entreprises ou toute personne à pouvoir me recommander ou à pouvoir savoir de quoi je suis capable. Donc beaucoup de courage à vous. Chacun d'entre vous a un talent au fond de soi. Chacun d'entre vous a du meilleur au fond de soi. Il faut travailler à pouvoir faire ressortir ce meilleur et relever tous les challenges qui vont vous être proposés sur le marché de l'emploi.